Bienvenue à ce webinaire dédié à l'anticipation d'un retour d'expatriation de l'Asie vers la France. Merci de nous avoir rejoints. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, nous aimerions savoir dans quelle partie du monde vous vous situez actuellement. Vous allez voir s'afficher sur votre écran une question à ce propos. Il faudra juste répondre. Je vous laisse y participer. Top. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'on est bon. Il manque encore deux petites personnes. Oui, il manque plus que 2 personnes. C'est bon. Donc, vous êtes majoritairement basés en Asie pour l'instant. Donc, il n'y a que 2 personnes qui sont encore en France, qui sont déjà arrivées en France. Donc, ce sujet va être tout à fait adapté pour vous. Alors, j'admets les dernières personnes. OK. Donc, pourquoi déjà, qui sommes-nous? Et pourquoi avons-nous fait ce séminaire? Alors, je me présente. Bonjour, je m'appelle Amélie. Je suis franco-suisse et multi-expatriée. J'ai vécu 4 fois le retour en France à différentes périodes de ma vie. Le dernier date d'il y a 3 ans à peu près, après plus de 10 ans d'expatriation en Chine. Et j'en ai fait ma force avec plus de 20 ans d'expérience en entreprise, dont 12 ans en Chine. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment de transmettre et d'accompagner les expatriés français à muscler leur cerveau pour pouvoir vivre le retour en France avec le plus de sérénité, de confiance et d'enthousiasme. Et pour moi également, le sujet de l'expatriation est un sujet important puisque je suis basée à Hong Kong. Actuellement, je suis de passage à Bordeaux, mais normalement, je travaille à Hong Kong depuis maintenant 2 ans et j'accompagne des entrepreneurs et des PME français dans le cadre de leur implantation en Asie sur des problématiques très diverses, à la fois fiscales, comptables, administratives. Je travaille au sein du bureau de Fidinam à Hong Kong. Donc Fidinam, c'est un groupe d'origine suisse qui a été fondé en 1960 et qui est présent dans des juridictions clés à la fois en Europe et majoritairement en Asie. Alors, pourquoi ce webinaire? En fait, nous avons pris connaissance d'un sondage qui avait été effectué par Amélie il y a de cela quelques mois sur comment était perçu le retour en France par les expatriés ayant vécu une longue expatriation. À Fidinam, nous recevons également de plus en plus de demandes à ce propos. C'est ainsi que nous est venue un petit peu l'idée de co-animer ce webinaire avec Amélie pour partager à la fois nos conseils pratiques, nos astuces, anticiper un retour en France avec moins de stress et un petit peu plus d'entrain. Voilà. Alors, dans les 40 minutes qui viennent, nous allons donc vous donner un petit aperçu non exhaustif, puisque c'est un sujet qui est quand même très vaste, de ce à quoi il faut s'attendre, les enjeux, les diverses opportunités lorsque vous allez revenir en Europe et particulièrement donc, en France. Ce webinaire sera organisé en 2 parties afin de répondre aux 2 points suivants. Donc, comment relever les défis émotionnels et culturels et ensuite comment relever les défis administratifs et fiscaux. Je vais laisser la parole à Amélie concernant le premier point. Merci Isa. Alors, je peux te demander de passer la slide suivante. Et c'est parti. Alors, je sais que vous avez toutes et tous des vies bien mouvementées. Donc, je vais vous inviter dans un premier temps à vous ancrer dans le présent en faisant un très court exercice de respiration. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement là où vous êtes et à fermer tout doucement les yeux. Les pieds bien à plat au sol ou en tailleur, comme vous le voulez. Gardez le dos droit sans vous raidir. Et relâchez vos sourcils, votre mâchoire, votre cou.
Relâchez vos épaules, vos bras, vos mains. Et relâchez vos fessiers, vos jambes, vos mollets, jusqu'au bout de vos doigts de pied. Inspirez profondément et expirez lentement. Et répétez cela 2 fois à votre rythme. Et maintenant, laissez votre respiration revenir à son rythme normal. Et gardez les yeux fermés. Placez une main sur votre cœur ou sur votre ventre et sentez d'où vient votre respiration. Et je vous invite à poser une intention pour notre échange d'aujourd'hui, une intention que vous allez garder pour vous. Qu'est-ce que vous voulez retirer de cet échange? Et comment voulez-vous vous sentir? Et à votre rythme, lorsque vous êtes prêt, je vous invite à rouvrir tout doucement les yeux. Bien. Alors maintenant qu'on est bien détendu et bien présent, commençons. Alors quand il y a du changement, il y a une transition. Est-ce que vous saviez que nous vivons environ 30 à 40 changements au cours de notre vie, dont 3 à 5 qui sont considérés comme des changements majeurs? Soyons clairs, la vie n'est pas linéaire. Alors, quelle est la différence entre le changement et une transition? Le changement, c'est tout simplement une nouvelle situation qui se présente. C'est une modification des circonstances. C'est tout à fait extérieur à nous. Alors que la transition, c'est la transformation personnelle qui va accompagner le changement. C'est le processus psychologique d'acceptation et de gestion du changement. C'est quelque chose qui se produit plutôt en interne. Et donc, une transition, c'est une opportunité unique d'apprendre à mieux vous connaître, de changer de perspective, de prendre du temps pour vous. Préparer sa transition en amont, ça permettra de rendre votre vie beaucoup plus simple et c'est vraiment une étape qui mérite d'être anticipée. Alors, ça ne veut pas dire que tout se passera comme prévu. Il y aura toujours des imprévus et des rebondissements. Et donc, votre capacité à anticiper, à préparer, à rebondir et à saisir toutes les opportunités qui vous permettra de vivre ce retour avec le plus de sérénité. Alors, tout d'abord, regardons ce qui nous amène à rentrer en France. Alors, pour certaines personnes, c'est se rapprocher de sa famille. Pour d'autres, c'est plutôt se reconnecter à ses racines. Pour certains, c'est dû à un transfert professionnel. Avec une petite faute d'orthographe, c'est pas grave. Ça peut être une nouvelle opportunité de travail. Ça peut être le besoin de relever un nouveau défi. On arrive au terme de son expatriation et on a envie de changement. Et ça peut être des circonstances externes comme la pandémie. Et donc, à son retour, on se heurte à plusieurs difficultés. Alors, que ce soit après 1 an ou 20 ans d'expatriation, le retour, il est challenging, quoi qu'il arrive. Alors, d'un point de vue administratif, c'est le parcours du combattant, comme tout le monde le dit, au niveau assurance, couverture santé, logement, fiscalité. Et on verra ça un petit peu plus tard grâce à Ivna. D'un point de vue professionnel, il va falloir retrouver ses marques dans des codes et des usages du siège ou le mode de fonctionnement de l'entreprise en France tout court. Vous allez peut-être être confronté au manque de reconnaissance de votre expérience en expatriation ou peut-être avoir des difficultés à retrouver un poste à la hauteur de vos compétences. D'un point de vue social, vous allez peut-être vous sentir incompris ou penser que personne ne comprend votre parcours d'expatriation. Il y aura peut-être des tensions familiales, des tensions au sein de votre couple, parce que chacun gère son retour différemment et de manière décalée. Et donc, il y a différentes manières finalement de le gérer. Et d'un point de vue culturel, retrouver sa place, retrouver ses marques dans un pays qui est le nôtre, mais qu'on ne connaît plus très très bien. Et c'est ce qu'on appelle le choc culturel inversé. C'est que vous êtes maintenant de la même nationalité que vos compatriotes, donc de la même culture, mais en revanche, vous avez acquis au cours de votre expatriation des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de voir. Et donc, vous ne comprenez peut-être plus très bien, vous n'admettez peut-être plus certains défauts et comportements de vos compatriotes.
Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je suis passée par là plusieurs fois et donc chaque chose en son temps. Alors pour illustrer un peu plus ce choc culturel inversé, je vous invite à regarder ce petit schéma pour comprendre visuellement à quoi ressemble le choc culturel inversé. Ça démarre par une lune de miel, on décide de partir à l'étranger, on vit un choc, on récupère doucement, on s'ajuste et on se sent pleinement chez soi. On appelle même son expatriation un peu comme notre chez nous, notre maison. Et puis après, on décide de repartir en France. Et en fait, on revit exactement la même situation. Alors qu'on soit préparé au changement ou qu'il soit imposé, vraiment, nos émotions, elles font des montagnes russes et c'est tout à fait normal. On va passer par le déni, la colère, la peur, la tristesse. Et puis petit à petit, on va accepter, on va pardonner, on va retrouver du sens. On va se sentir plus confiant et plus serein. Ce qui est important de noter, c'est que chaque phase sera plus ou moins longue pour chaque personne. Et puis, ces phases sont pas forcément linéaires. En fait, on peut vivre ces situations-là dans n'importe quel ordre. On peut même passer d'une phase à l'autre dans la même heure ou dans la même journée. Donc, revenir, c'est vraiment un processus de réappropriation de ses valeurs. C'est un mode de vie qui va se réadapter à son mode de vie en France. C'est se réadapter culturellement, émotionnellement. Et notre cerveau, il a différentes manières de gérer ça. Alors, on va regarder un peu comment fonctionne le cerveau. Alors, c'est un schéma simplifié, bien sûr. D'un côté, vous avez le mode survie et de l'autre, vous avez un mode constructif. Alors, dans le mode survie, c'est toutes les parties de notre cerveau qui sont plutôt dans la partie gauche, même si c'est pas que la partie gauche de notre cerveau. Et c'est un état d'esprit qui est plus tourné autour du sabotage. On a des pensées, une attitude plutôt négative, on est orienté vers le passé et tout ça, c'est très contre-productif. Alors, je précise quand même que le mode survie, il est hyper important, surtout quand on fait face à un danger, que quelqu'un de notre entourage fait face à un danger. Ça agit comme une sonnette d'alarme. C'est important parce que ça permet du coup de fuir, de partir. Mais dans les circonstances normales, dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est là où les émotions négatives vont travailler contre notre intérêt et produire de l'énergie négative. C'est ici que vit le jugement, par exemple, le juge de soi. Je vais jamais réussir à me réadapter. Ou le juge des autres. Les Français ne me comprendront jamais. Ou le juge des circonstances qui dit « je déteste toutes ces démarches administratives ». Le poids de nos pensées et de nos attentes est parfois vraiment très intense et ça pollue notre esprit. Et on s'en rend parfois même pas compte. Mais ces attentes, ces désirs nous empêchent de faire des choix éclairés. Alors, je vais vous demander de faire un exercice très, très simple. Vous pouvez tirer vos bras devant vous et vous ouvrez les mains. Et imaginez tout ce jugement, toutes ces réactions, toutes ces critiques que vous avez sur le retour et qui s'accumulent au fil des années. Vous les tenez. Et vous les tenez. Et vous les tenez encore. Imaginez que vous gardez cette position pendant 1 heure, 1 mois, plusieurs années. Comment est-ce que vous vous sentirez? C'est un peu douloureux. Voilà, je vous invite à reposer les bras. Si vous restez trop longtemps dans ce mode survie, vous allez éroder votre confiance. Vous allez éroder votre estime de vous-même. Ça peut affecter vos relations avec vous-même, avec les autres, mais aussi votre performance. À l'inverse, quand vous êtes dans le mode constructif, c'est certaines parties de votre cerveau droit qui sont utilisées. On est plutôt dans un état d'esprit expansif, d'épanouissement. C'est là où vivent toutes les attitudes et les émotions positives. L'empathie, la curiosité, la créativité. C'est là qu'au lieu de regarder votre retour comme une transition douloureuse, vous pouvez l'avoir comme une opportunité de faire les choses différemment et de changer de perspective. Alors, comment est-ce qu'on change de perspective? On ne peut pas contrôler la direction, la force du vent ou des vagues. Cependant, on peut apprendre à les surfer. Donc, même quand on anticipe son retour, il y a des imprévus, comme je le disais. Les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Alors, le mieux, c'est tout simplement accepter que vous n'avez pas le contrôle et se concentrer sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Et tout ça permettra d'améliorer votre bien-être en règle générale. Alors, à quoi ça ressemble? J'ai fait un petit schéma rapide pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est un modèle qui est basé sur Stephen Covey, qui est un auteur américain très connu.
Vous l'avez peut-être lu, l'un de ses livres les plus connus, ce sont les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. 7 Habits of Highly Effective People, pour ceux qui peut-être l'ont lu en anglais, ce qui serait plutôt logique. Donc les problèmes, les défis, les opportunités auxquels on est confronté se situent dans 2 domaines. Vous avez d'abord le cercle des préoccupations, c'est le cercle orange. C'est penser à trouver un logement, retrouver un poste stable, faire rentrer la famille dans les bonnes conditions, trouver les écoles, mais surtout la peur de ne pas se réintégrer et toutes les choses qui nous échappent, la pandémie, la quarantaine. Puis vous avez le cercle jaune, qui est le cercle d'influence. Ça, c'est votre comportement, vos pensées et votre langage. Donc, dans la partie gauche, vous êtes plutôt concentré sur ce qui vous préoccupe. Vous développez un comportement qui est réactif, où les mots que vous employez tournent autour de « je subis cela »,« je n'ai pas de chance »,« je ne pourrai pas plus faire ceci »,« je n'aurai plus le droit à ça », et ainsi de suite. Et quand vous employez ces mots, mais vous partez dans une spirale qui est plutôt qui vous met dans une position de victime, et puis vous accusez le coup de plus en plus. Et le pire, c'est que dans cette manière de penser, il y a souvent de l'inaction. Et puis, plus on reste centré sur le cercle de préoccupation, plus notre cercle d'influence se réduit. Et donc, quand on est amené à changer de perspective, eh ben, c'est ce que vous voyez à droite. Quand on met son temps et son énergie sur les choses que l'on peut influencer, qu'on est proactif, que les mots qu'on emploie sont « je peux être »,« je choisis »,« je vais »,« je préfère »,« je prends le temps de », on mesure surtout la conséquence de nos choix. On dépense de l'énergie et donc dans ce cercle d'influence et ça permet à chaque petite victoire de reprendre confiance, de se sentir bien, d'être plus créatif et puis ainsi on diminue le cercle de préoccupation. En somme, c'est vraiment une attitude à adopter. Ce qui n'est pas de votre responsabilité, ce sont les mots des autres, les actions des autres, les sentiments des autres, les erreurs des autres, et les circonstances externes. Ce qui est de votre responsabilité, ce sont vos mots, vos actions, vos sentiments, vos erreurs, vos comportements, vos efforts et vos idées. Et Stephen Covey disait « Faites partie de la solution et pas du problème ». Alors, je vous invite à l'issue de cet atelier à refaire ce petit exercice. Vous tracez 2 cercles, le cercle de préoccupation, le cercle d'influence. Et essayez de voir où se situe votre énergie. Alors, comment on fait maintenant pour changer de perspective? Alors, une transition positive, durable, ça requiert 20% de prise de conscience et 80% de muscles mentaux. La prise de conscience, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes là aujourd'hui, vous venez récupérer des informations, vous êtes avec nous pour vous renseigner. Mais 80% du travail, c'est de développer ces muscles mentaux. C'est d'entraîner votre cerveau à changer de perspective. C'est comme aller à la salle de sport, c'est comme faire de l'exercice physique. De la même façon que vous avez besoin d'entraîner votre corps, vous avez besoin de développer votre état d'esprit. Et le cerveau, il est plastique, on appelle ça de la neuroplasticité. C'est la capacité du cerveau à se changer à l'âge adulte. Donc, il n'est jamais trop tard pour mettre en place des nouvelles habitudes et se mettre en action. Alors, comment fait-on? Ça demande de l'entraînement et ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais premièrement, ça passe par les prises de conscience. Prenez conscience de l'engrenage dans lequel vous êtes, de votre dialogue interne. Et comme je disais tout à l'heure, votre langage est un bon indicateur de la manière dont vous pensez les choses et dont vous les percevez. Donc, soyez attentif à vos émotions, à votre attitude. Où est-ce que vous passez la plupart de votre temps? Quel est votre rythme de vie? Est-ce que vous êtes en suractivité? Quel est votre comportement alimentaire? Votre activité physique? Est-ce que vous êtes irritable? Est-ce que vous avez des réactions très émotives? C'est important de les identifier, puis de les reconnaître, puis de les accueillir, et puis surtout de les accepter. Parce que quand on refuse ces émotions, ou qu'on ne les écoute pas, ben, on devient assez frustré. Et puis, ça engendre plus de difficultés que nécessaire. Les émotions, nos attitudes, nos mots, c'est des clés. Et il faut savoir les écouter. C'est un bon début pour se rapprocher d'une phase d'acceptation. Et surtout, quand on s'autorise à les exprimer, tout haut ou par écrit, et ben, forcément, ça libère l'esprit. Deuxièmement,
Faites une pause. Faites diversion à votre cerveau pour qu'il puisse se reposer. Parce qu'il est en suractivité, il surchauffe. Et pour ça, faites des exercices sensoriels. On l'a fait un peu avant ce webinaire, ou même en démarrant. On a pris une grande respiration. On a écouté le son de sa respiration. Je vous encourage aussi à écouter les sons autour de vous. Sinon, vous pouvez vous lever, vous bouger. Vous sentez le poids de votre corps et vos pieds quand vous marchez sur le sol. Buvez un verre d'eau. Sentez le verre dans votre main. Appréciez l'eau qui coule dans votre gorge. Et prenez le temps d'observer ce qui se passe aussi autour de vous. Regardez visuellement ce qui se passe et soyez vraiment curieux. Et troisièmement, c'est recadrer, changer de perspective. Une fois que vous avez fait ces exercices, votre cerveau, il est reposé, il est plus à même de prendre du recul. Et vous êtes surtout plus à même à vous poser des bonnes questions et des questions ouvertes. Celles qui commencent par quoi, comment, quand. C'est ces questions-là qui vont renforcer votre curiosité, qui vont ouvrir les portes des possibilités, qui vont vous permettre de créer des liens, de stimuler votre réflexion et vous inciter à agir. Outre se poser les bonnes questions, il faut aussi être capable d'entendre les réponses. Alors bien sûr, il n'est pas écrit que nous devons tout faire soi-même. Un retour ne se vit pas seul, donc c'est très important de bien s'entourer. Tout d'abord, le réseau. Alors, vous rentrez avec un œil neuf, vous voulez partager, échanger sur votre vécu à l'étranger, vous ressentez un certain fossé avec vos amis peut-être, vos collègues, votre famille qui n'ont pas été expatriés. Pour autant, ne vous coupez surtout pas de votre famille et de vos amis. C'est vraiment une force de pouvoir vous appuyer sur eux pour des choses aussi simples que choisir le bon réseau téléphonique, la ligne Internet, des choses du quotidien, mais tout simplement parce que vous ne savez plus comment les choses fonctionnent, mais votre famille, vos amis, eux, savent. Et puis, c'est très important d'entretenir son réseau professionnel, aussi bien en Asie qu'en France. Donc, si vous vous êtes fait muter par votre société, gardez le lien avec le siège en France et avec les RH. Faites savoir régulièrement où vous en êtes, ce que vous voulez, communiquer. Si vous avez fait le choix de partir et de rentrer de votre propre gré, profitez-en pour refaire votre CV, pour mettre en avant votre expérience professionnelle et de l'adapter au poste que vous recherchez. Faites-vous aider par des professionnels dans ce domaine aussi, si besoin. C'est bien d'avoir un regard extérieur des personnes qui savent faire des CV en France, par exemple. Vraiment, profitez de vos passages en France pour participer à des événements networking, rencontrer des nouvelles personnes. Vous pouvez contacter les chambres de commerce. Elles seront ravies de vous accueillir et de vous montrer comment les choses fonctionnent. Commencez à créer votre réseau en France avant de rentrer. Partez à la rencontre d'anciens expatriés aussi. Ça fait du bien de partager avec des personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous. Vous avez plein de groupes sur Facebook, notamment. Vous avez des groupes sur LinkedIn aussi. Ils vont vous partager plein de tips. Vous allez pouvoir échanger les bonnes comme les mauvaises surprises du retour. Vous allez en rire, c'est surtout ça le plus important. Et vous vous sentirez moins seul. Et puis, bien sûr, faites appel à des personnes tierces comme des coachs, des psychologues. C'est des personnes qui peuvent vous aider à gérer la transition émotionnelle et professionnelle également. Et enfin, c'est important d'aller chercher du soutien en dehors de tout ça par des podcasts, des blogs et autres réseaux sociaux qui sont faits par et pour des expats ou des ex-expats. C'est vraiment des mines d'or en termes de témoignages, de partage d'expériences et d'histoire. Et notre capacité à rebondir, à aller de l'avant, elle va vraiment résider dans notre capacité à faire appel à toutes ces personnes et à bien s'entourer. Et ce qui est aussi important, c'est de garder l'expat attitude. Je vous invite à prendre votre retour en France comme une nouvelle expatriation. Dites-vous que c'est une nouvelle aventure et adoptez la même attitude qu'à votre arrivée en Asie ou ailleurs, si vous étiez ailleurs qu'en Asie. Restez ouvert, restez à l'écoute, observez comment les choses se font autour de vous. Soyez curieux, curieuse, intéressez-vous aux autres, échangez. Vous avez fait des choses extraordinaires en Asie, mais les Français qui sont restés ont fait aussi des choses extraordinaires. Donc, faites des ponts, allez écouter ces personnes-là, échangez, posez-leur des questions. Et puis surtout, connectez-vous à toutes les personnes que vous avez hâte de retrouver. Ça fait du bien. Et puis, soyez reconnaissants de votre parcours.
Soyez reconnaissant de tout ce que vous avez vécu en expatriation. Ça va vous être utile à votre retour. Ça va être l'opportunité d'apprendre et de grandir à nouveau. Et enfin, vraiment, soyez acteurs et actrices de votre retour. Soyez actifs, prenez des actions, allez de l'avant. Et puis ça, il faut savoir aussi s'arrêter, il faut faire des pauses. Voilà, pour prendre du recul et apprécier le chapitre que vous venez d'écrire ces dernières années, c'est important de savoir qui vous êtes avant de savoir où vous allez. Alors d'abord, faites un bilan. Faites un bilan de vos forces et de vos compétences pour apprécier le chemin que vous avez parcouru. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience en Asie? Qu'est-ce que vous avez envie de garder? Que ce soit les expériences professionnelles, personnelles, la patience, la résilience que vous avez développée, votre capacité d'adaptation, votre ouverture d'esprit. Et une fois de plus, faites-vous aider si vous avez besoin de prendre du recul sur ces points-là. Et puis, définissez pourquoi est-ce que vous rentrez. Dans quelles circonstances vous voulez rentrer. Est-ce que vous voulez être dans la même entreprise? Ou est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez créer votre propre entreprise? Est-ce que vous voulez vous former? Ou vous investir peut-être dans un projet de volontariat? Et dans quel environnement vous avez envie de vivre? Plutôt dans un appartement, une maison, à la campagne, en ville, proche de votre lieu de travail? Et puis, dans quelle école vous souhaitez inscrire vos enfants? Dans une école plutôt internationale ou une école locale? Ça peut paraître simple, mais en fait, c'est tous ces petits détails-là qui font qu'on se projette. Deuxièmement, faites la fête. Je vous encourage, pour clôturer votre chapitre en Asie, à faire la fête. Ça fait du bien. Fêtez tout ce que vous avez vécu. Et puis, revisitez tous les endroits que vous appréciez. Passez du temps dans ces endroits, passez du temps avec les gens et profitez de chaque instant avec vos proches. Et puis, enfin, prenez soin de vous. Ouais. Adoptez un regard bienveillant envers vous-même et envers votre entourage. Donnez-vous du temps et de l'espace pour écrire ce nouveau chapitre. Prenez le temps de vous mettre en mouvement. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en mouvement tout de suite. Voilà. Prenez le temps de profiter de tout ce qui vous a manqué pendant votre expatriation. La famille, les amis, la vie culturelle, les restaurants, les apéros à la française, tous les endroits que vous aimiez, une maison de vacances peut-être. Et puis surtout, choisissez vos priorités. Pensez que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vous ne pouvez pas installer la famille, instaurer une routine, reprendre le travail en même temps. Enfin, on peut, mais voilà, on va s'épuiser. Donc, chaque chose en son temps. Prenez les choses une par une. Et puis, j'aime bien cette image, de mettre son masque à oxygène sur soi-même pour pouvoir ensuite aider les autres personnes autour de nous. Voilà. Voilà pour ma partie. J'espère que ça vous aura donné de l'inspiration pour bien préparer votre retour et mieux gérer vos émotions. Je laisse la place à Ivna sur la partie plus admin et fiscalité. Merci beaucoup Amélie. Donc maintenant je vais parler des sujets un peu moins fun. Forcément, il y a énormément de défis administratifs et fiscaux à relever lors d'un retour d'expatriation. Là encore, c'est un sujet très très vaste. Donc l'idée n'est pas de vous donner une liste exhaustive de toutes ces démarches, mais uniquement de vous donner une vision globale, une checklist pour être sûr que vous n'oubliez pas des points importants. Donc, on va tout d'abord débuter avec les démarches à suivre dans le pays de départ. Ça tombe bien puisque la plupart d'entre vous êtes encore en Asie. Donc, il y a 3 volets importants à savoir dans les pays de départ et 3 démarches administratives à effectuer. Voilà. Donc, elle se divise en 3 parties. Il y a tout d'abord les déclarations fiscales. Il faudra également faire attention aux contributions sociales. Et il y a une partie un petit peu plus
et un peu plus diverses. Et là, ça dépend vraiment de chaque pays. Donc, pour ce qui est de la dernière déclaration fiscale, c'est souvent des démarches qui sont assez communes, que ça soit à Hong Kong, Singapour, Chine ou au Vietnam. Il est effectivement nécessaire de préparer sa dernière déclaration fiscale et de payer les derniers impôts à verser. En fonction de chaque pays, la procédure pourra être légèrement différente et pourra varier. Vous aurez la procédure un peu plus détaillée sur chaque slide. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais c'est un point vraiment à garder en tête. Il est très important également de noter que l'employeur a une action très importante à mener, puisque c'est souvent lui qui va devoir faire une première déclaration au centre des impôts de chaque pays pour notifier votre départ. Donc, normalement, les employeurs sont au courant de toutes ces démarches fiscales à effectuer. Cependant, s'il s'agit d'une petite SMI, donc une petite société qui a 1 ou 2 employés, effectivement, c'est bien de les alerter sur toutes ces démarches fiscales et administratives à effectuer en amont. Concernant les contributions sociales, en fonction de chaque pays, il peut y avoir également des distributions de contributions sociales, de cotisations sociales que vous pouvez demander à vous faire rembourser. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais dans certains pays comme par exemple Hong Kong, vous versez tous les mois de l'argent dans le NPF et vous avez la possibilité une seule fois, lorsque vous revenez en Europe, de se faire rembourser ce montant. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, surtout que ça peut représenter une somme assez importante à la fin de quelques années d'expatriation. Alors, il y a d'autres points également en fonction de chaque pays qu'il faut prendre en considération. Là, on va parler principalement de Hong Kong. Hong Kong, c'est un système qui est quand même très simple. Donc, il n'y a pas de procédure spécifique à faire pour les demandes de visa. Par contre, il y a un point à garder en tête si jamais vous percevez des stock options. Donc, là, dans le cadre des stock options, les revenus dérivés de ces régimes peuvent être soumis à l'impôt sur les plus-values dans les pays où le salarié devient résident fiscal lorsqu'il quitte Hong Kong. Donc ça, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Toutefois, sous réserve de conditions très spécifiques, il peut y avoir un traitement préférentiel qui pourrait s'appliquer à Hong Kong avant le départ. Donc, c'est vraiment un point à anticiper, à garder en tête. Donc, si vous bénéficiez de ces stock options, il faudrait consulter votre conseiller fiscal pour justement pouvoir prévoir cela en amont et éviter d'être imposé lors de votre retour en France. Nous pouvons maintenant passer donc à la Chine, pour ceux qui viennent de Chine. Je ne vais pas revenir sur les déclarations fiscales et les contributions sociales. Là également, en Chine, il est possible de se faire rembourser une partie de l'assurance sociale. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Par contre, ce qui est important à noter en Chine, c'est que l'employeur va demander l'annulation du permis de travail. Ça, c'est un point important. Et il doit également ensuite demander l'annulation du visa de travail. Ça aussi, c'est à faire par l'employeur et non l'employé. Donc, c'est quelque chose que normalement, ils sont tout à fait au courant, mais au cas où, il faut mieux les alerter. Et un visa temporaire sera, dans ce cas-là, accordé à l'employé pendant une période de 1 mois. Et un autre point très crucial pour la plupart des expatriés, c'est le rapatriement des fonds depuis la Chine. Puisque vous savez, il y a un contrôle de change qui est très strict. Et dans ce cas-là, il faut demander un relevé fiscal et soumettre le formulaire de demande de paiement sortant du pays au bureau local des impôts. Et une fois que vous obtenez tous les documents, vous pouvez déposer ces documents et votre passeport à votre banque et la banque pourra ensuite procéder au transfert. Mais vous voyez, c'est une procédure assez encadrée, donc il faut vraiment se renseigner en amont sur ces points-là. Petit point sur Singapour. Singapour, en termes de déclaration fiscale, on est sur quelque chose d'assez similaire à Hong Kong. Le seul point, c'est que c'est l'employé qui va retenir à la source les impôts à verser
c'est l'employeur pardon qui va retenir à la source les impôts à payer par le salarié, les derniers impôts. Il y aura une dernière déclaration fiscale à effectuer. Concernant les contributions sociales, pour les étrangers qui travaillent à Singapour, il n'y a pas de contribution sociale qui s'applique. Donc là, pour le coup, on peut passer à autre chose. Par contre, le visa, c'est comme pour la Chine, il y aura une annulation du visa de travail qui doit être effectuée par l'employeur. Voilà. Et enfin, un petit point très rapide concernant le Vietnam. Pour ce qui est du Vietnam, là encore, il y a une possibilité de se faire rembourser une partie des cotisations d'assurance sociale. Donc ça, c'est à faire en amont également. Et concernant la carte de résidence temporaire et la carte de résidence permanente, il est également important de se préoccuper de ces procédures et de révoquer les cartes de résidence. La révocation se fait soit par les entités qui ont parrainé l'employé, donc ça c'est pour les cartes de résidence temporaire, soit directement par l'employé lorsqu'il quitte le Vietnam, s'il a une carte de résidence permanente. Là encore, la sortie de fonds est encadrée, donc il est nécessaire de se renseigner auparavant concernant les différents contrôles de change pour pouvoir sortir les fonds sereinement. Mais c'est tout à fait possible de sortir les fonds. Voilà. Maintenant, une fois que vous êtes parti sereinement d'Asie, on va passer donc aux diverses démarches administratives et fiscales à effectuer en France. Et la première étape à réaliser lors de votre retour en France sera de vous réinscrire au centre des impôts français. Alors, il y a deux situations différentes qui peuvent avoir lieu. Soit vous perceviez des revenus de France alors que vous étiez résident hors France, soit vous résidez à l'étranger et vous ne percevez aucun revenu de France. On va s'attaquer tout dans un premier temps à la première option. Si quand vous résidiez à l'étranger, vous perceviez des revenus de France, vous dépendiez alors du service des impôts des particuliers non résidents. Vous devez donc leur transmettre. Pardon? Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui posait une question. Non, non. Vous devez donc adresser votre déclaration au service des impôts des particuliers non résidents. C'est eux qui vont ensuite transmettre votre nouvelle déclaration dans votre lieu de nouveau domicile. Donc, il faudra déclarer lors de votre première déclaration les revenus de source française imposables en France perçus du 1er janvier jusqu'à la date de retour en France. Donc ça, c'est le formulaire 2042 NR pour ceux qui seraient intéressés. Et une deuxième déclaration pour les revenus perçus de la date de votre retour en France jusqu'au 31 décembre de l'année. Donc, la déclaration pourra soit se faire en ligne, donc dans ce cas-là, ce sera une déclaration conjointe, soit via les deux formulaires distincts mentionnés. Vous serez imposé donc sur la première partie de l'année concernée comme un non-résident et sur la deuxième partie comme un résident de France. Le deuxième cas, c'est si vous résidez à l'étranger actuellement mais que vous ne percevez aucun revenu de source française. Dans ce cas-là, vous n'aviez pas d'obligation fiscale en France, donc vous n'aviez pas fait de déclaration auparavant, et c'est l'année qui suit votre installation, donc en année N+1, que vous devez déposer votre déclaration auprès du service des impôts des particuliers de votre nouveau domicile en France. Vous devez déclarer l'ensemble des revenus que vous avez perçus de source française ou étrangère. Donc, il faudra tout de même déclarer vos revenus de source étrangère depuis la date de votre arrivée en France jusqu'au 31 décembre N-1. Cette déclaration se fait par le biais donc, du formulaire donc, 2042, qui est le formulaire classique. Donc, dans tous les cas, pensez surtout à bien indiquer à l'administration fiscale en France votre nouvelle adresse de résidence. Ça, c'est un point important, et ce, dès que vous vous installez en France.
Enfin, un point également à ne pas oublier, ça concerne la déclaration des comptes à l'étranger, puisque même si vous partez d'Asie, vous garderez peut-être, et votre souhait serait peut-être de garder votre compte à l'étranger. C'est possible, mais dans ce cas-là, il est important de déclarer ces comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos dans l'année lorsqu'ils sont à l'étranger. Il faut également déclarer les contrats d'assurance vie. Ces comptes à l'étranger se déclarent via le formulaire donc N3916 et ce formulaire doit être joint à votre déclaration fiscale. Attention, si jamais vous omettez de déclarer ces comptes ouverts à l'étranger, il y a une amende qui peut aller de 1 500 € par compte et jusqu'à 10 000 € s'il n'y a pas de convention entre les deux pays. Donc, c'est très important de faire cette déclaration. Voilà. Très bien. Et maintenant, je souhaiterais faire un point et vous parler principalement du régime de l'impatriation, qui est un régime qui pourrait éventuellement vous intéresser dans certaines conditions très spécifiques. Puisque, en fait, ce régime, il offre la possibilité d'exonérer d'impôts sur le revenu les contribuables sur certaines conditions donc, que je vais vous annoncer. Alors, qui peut bénéficier de ce régime? Ce régime s'adresse aux personnes domiciliées fiscalement hors de France au cours des 5 dernières années civiles qui précèdent celle de leur prise de fonction dans l'entreprise établie en France. Donc ça, c'est un point important, ces 5 années, parce que si vous comptez rentrer en France après 4 ans et demi, autant attendre 6 mois et ensuite pouvoir bénéficier de ce régime si c'est possible. C'est effectivement un régime qui peut être très intéressant. Alors, par contre, il ne s'adapte pas pour tout le monde. Il faut être recruté par une société, soit une société qui fait partie du groupe de sociétés dans laquelle vous travaillez actuellement en Asie. Donc, ça serait plutôt, dans ce cas-là, un transfert intragroupe. Donc, il faudrait que votre société soit basée en Asie et ensuite vous mute dans sa filiale en France. Donc ça, c'est une possibilité. Ou alors, si vous êtes directement appelé de l'étranger pour venir travailler dans une entreprise en France. Et là encore, les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne pourront pas bénéficier du régime d'impatriation. Donc c'est vraiment quelque chose qui se prépare en amont, qui s'organise afin de s'assurer que vous rentrez dans les meilleures conditions, que vous pourrez bénéficier de ce régime d'impatriation, soit parce que vous faites un transfert intragroupe, soit parce que vous êtes recruté par une société depuis la France, alors que vous êtes encore en Asie. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de ce régime? Alors, c'est des conditions assez classiques sur ce point, puisque le salarié doit résider fiscalement en France à compter de sa date de prise de fonction. Donc, le bénéfice du régime s'applique uniquement au titre des années à raison desquelles l'impatrié, d'une part, à son foyer ou le lieu de son séjour principal en France, et d'autre part, exerce en France une activité professionnelle à titre principal. Il y a une petite tolérance les premiers mois lors de votre prise de fonction. Si vous commencez vos fonctions le 1er janvier, mais que votre famille vous suit 2-3 mois plus tard, l'administration fiscale peut se montrer tolérante. Toutefois, si l'une de ces conditions, c'est des conditions cumulatives, ne sont pas respectées, eh bien, ça n'exclut pas le bénéfice du régime au titre des années antérieures ou postérieures à raison desquelles elles sont remplies. Donc, vous allez voir, en fait, ce régime d'impatriation, une fois que vous avez toutes les conditions remplies, il peut s'appliquer sur les 8 prochaines années de votre retour en France. Si pendant une petite période, vous avez une des conditions qui n'est pas remplie, ça n'exclut pas que pendant les autres périodes, vous puissiez bénéficier de ce régime très intéressant. Alors, quels sont les avantages fiscaux pour ce régime? Ça, c'est des avantages très intéressants, encore une fois.
En fait, le régime fiscal des impatriés permet l'exonération des revenus supplémentaires liés à l'impatriation, à savoir la prime qui correspond en fait au supplément de rémunération directement lié à l'exercice de votre activité en France. L'autre partie du salaire reste soumis à l'impôt sur le revenu en France. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous allez faire votre retour en France, si votre société d'accueil vous paye, admettons, 3 000 € par mois et que le salaire de référence pour le même poste est de 2 000 € par mois, vous allez pouvoir en fait faire une exonération du montant perçu en plus des autres salariés au même niveau, donc des 1 000 €. C'est vraiment un point à avoir en tête, parce que si vous revenez en France et vous êtes payé exactement au même montant que les autres salariés de l'entreprise au même poste, dans ce cas-là, ce point-là, cette exonération fiscale sur la prime d'impatriation ne pourra pas vraiment s'appliquer. En outre, donc, pour favoriser le recours à l'impatriation, le gouvernement a instauré une exonération partielle de la taxe sur les salaires portant sur la prime d'impatriation, donc c'est effectivement le cas également. Et ce régime permet aussi de bénéficier d'une exonération à hauteur de 50% sur certains revenus patrimoniaux. Donc, comme par exemple les revenus de capitaux mobiliers, donc tels que dividendes, intérêts, assurance vie reçus de l'étranger. Et cette exonération concerne également les plus-values lors de vente de biens ou actions à l'étranger. Donc là encore, ça peut valoir le coup. Il faut également noter que les impatriés bénéficient d'une exonération partielle de l'impôt sur la fortune immobilière, car en fait, leur imposition ne se porte que sur les biens situés en France. Et ça, cette exonération partielle est sur une période de 5 ans et pas sur une période de 9 ans comme le reste du régime d'impatriation. C'est deux modalités un petit peu distinctes. L'ensemble de ces allègements d'impôts sont donc non négligeables, car certaines exonérations peuvent concerner jusqu'à en fait 50% des différents revenus de l'impatrié. Donc vraiment à prendre en considération. Le délai pour bénéficier du régime, donc comme ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, elle est fixée au maximum jusqu'au 31 décembre de la 8e année civile suivant la prise de fonction dans l'entreprise d'accueil. Donc, en fait, c'est 8 ans et ça peut être un tout petit peu plus. Donc, si vous avez commencé le 25 février 2020, ça peut aller jusqu'au 31 décembre 2028. Donc, ça peut être très intéressant. Par contre, le régime cesse de s'appliquer si le salarié quitte l'entreprise d'accueil avant ce terme, quand bien même il demeure fiscalement résident en France. Donc, il est conservé uniquement si vous restez dans le même groupe d'entreprises ou bien si vous changez de fonction dans la même entreprise. Si vous changez d'entreprise tout court, donc s'il n'y a aucun lien capitalistique entre les entreprises, entre vos différents employeurs, dans ce cas-là, vous ne pourrez plus bénéficier du régime d'impatriation. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu, j'ai fait très rapidement, il y a encore plein de détails à donner sur ce régime, plein d'exceptions, il faut vraiment regarder votre cas particulier parce que ça dépend vraiment de la situation de chacun. Donc ça, c'est vraiment à voir avec votre conseiller fiscal également, si vous pouvez ou pas y avoir accès. Et juste un point important, il n'y a aucune démarche donc à anticiper de manière fiscale, donc il n'y aura pas de déclaration spéciale à effectuer en amont. Toutes ces déclarations seront effectuées lors de votre déclaration annuelle. Donc, il y aura une case spéciale dédiée à ces revenus dans votre déclaration annuelle. Voilà, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Juste un point très léger concernant la réinscription auprès de la sécurité sociale. Ça également, c'est un point à ne pas oublier en France, puisque toute personne qui possède la nationalité française et qui réside en France de manière stable et régulière, c'est-à-dire depuis plus de 3 mois, eh bien, est obligatoirement affilié à la sécurité sociale.
et ce, quelle que soit sa situation, qu'il soit salarié, fonctionnaire, retraité, indépendant, etc. Tout le monde bénéficie de cette assurance maladie. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Il n'est pas nécessaire d'avoir un emploi pour bénéficier de la couverture santé en France. Il n'est pas nécessaire non plus de justifier de chaque changement de situation personnelle. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est en termes de délai de carence. Donc, par exemple, si vous retrouvez un travail immédiatement lors de votre retour, vous pouvez bénéficier de ce régime dès 60 heures de travail effectuées. Par contre, si vous ne trouvez pas de travail tout de suite et que vous êtes au chômage, vous pourrez demander cette application au bout de 3 mois. Voilà, c'est la même chose si vous êtes retraité. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'on arrive à la fin de l'heure. En tout cas, vous avez vu, c'est un sujet quand même très vaste, assez technique. Donc, on pourra, si nécessaire, refaire une présentation un peu plus détaillée si vous le souhaitez, avec des points notamment concernant les différentes caisses d'allocation, etc. Mais ce sont des points vraiment très spécifiques. Donc là, aujourd'hui, on a voulu rester plutôt large, essayer d'englober le maximum d'informations en peu de temps. Ivna, Amélie, Anne, depuis Hong Kong, Fidinam, bravo, merci beaucoup pour cette présentation qui était claire et très intéressante. Est-ce que je peux appeler les participants à poser des questions pendant peut-être 10 minutes encore? Donc, n'hésitez pas, il y a 2 fonctions pour poser des questions. Soit vous utilisez le chat écrit de Zoom et vous posez votre question par écrit, soit vous utilisez la fonction micro. Donc, vous demandez à être unmute et vous posez votre question directement, verbalement. La dernière option sera bien sûr de nous adresser un email dans les jours qui viennent et on sera ravis d'y répondre et du côté Amélie et du côté Fidinam. Très bien. Merci. Alors, je vois aussi qu'il y a un commentaire sur le fait que vous souhaiteriez éventuellement recevoir le recording. Il n'y a aucun souci. Tout le contenu de la présentation d'aujourd'hui sera mis à disposition. Donc, tous les participants recevront un email avec les slides préparés lors de cette présentation et avec un lien pour le recording audio pour ceux qui souhaiteraient réécouter ou partager notre présentation. Exactement. N'hésitez pas, si vous avez une question, allez-y. Donc, tout était si limpide qu'il n'y a aucune question. Ah, je vois que quelqu'un a une question. Gwendoline, peut-être. Oui, bonjour. Donc, Gwendoline Bilirich. J'ai habité à Hong Kong pendant plus de 14 ans. Je suis désormais en France. Et j'ai plein de questions. La première, c'est avant de partir. Donc, j'étais auto-entrepreneuse en France. J'avais une compagnie de production de vidéos. J'ai d'abord été salariée, puis j'ai monté mon entreprise. Avant de partir, j'avais pris des renseignements de différentes sources et j'avais donc pris la décision de démissionner en tant que salarié de mon entreprise afin de récupérer mon MPF, mes cotisations. Donc, j'ai déjà entrepris ces démarches-là. Ma question est la suivante. Si je reviens travailler en France de façon ponctuelle, parce que je suis permanent resident à Hong Kong, si je reviens travailler à Hong Kong de façon ponctuelle, c'est-à-dire pour des projets de courte durée, première question, est-ce que j'ai le droit de travailler en étant permanent resident? Et deuxième question, si je reviens m'installer à Hong Kong et que je souhaite redevenir salarié de mon entreprise, j'imagine que je devrais contribuer à nouveau au MPF. J'ai bien compris qu'on ne peut le prendre qu'une fois. Néanmoins, si je recommence à verser des cotisations, est-ce que légalement, elles sont perdues ou est-ce que j'ai le droit de les récupérer à l'âge de la retraite? Alors, merci Gwendoline pour ces 2 questions. Je vais aider Ivna peut-être sur les réponses
à vous apporter. Donc, la première question, vous avez un statut de permanent resident qui vous donne 2 droits. 1, le droit de résider à Hong Kong et 2, le droit de travailler à Hong Kong. Donc, la réponse est oui. Si vous êtes permanent resident, c'est un visa en or qui vous permet de tout faire, de résider et de travailler. Donc, pas de problème là-dessus, vous n'aurez pas besoin d'un nouveau visa de travail. Deuxième question, le MPF. Les cotisations MPF peuvent être retirées une fois pour les Hongkongais comme pour les étrangers, notamment si ce retrait est justifié, soit par un retour dans votre pays de nationalité dans votre cas, soit pour des raisons d'investissement, et ce qui est le cas également pour les Hongkongais. Régulièrement, ils retirent des cotisations MPF pour investir de manière momentanée dans de l'immobilier ou ailleurs à un moment T. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez plus avoir de compte MPF. Et en effet, si vous revenez à Hong Kong dans le cadre d'un emploi salarié, l'employeur devra ouvrir un compte MPF pour vous. Vous verserez alors d'autres cotisations et celles-ci, vous ne pourrez pas les retirer immédiatement tant que vous ne signerez pas une déclaration de départ définitif de Hong Kong. Donc, sans possibilité ensuite de retirer quoi que ce soit qui aurait été versé postérieurement. Voilà. Alors, j'ai encore une question qui concerne la même chose. C'est-à-dire que j'ai déjà fait cette déclaration de retour définitif en France, donc de quitter Hong Kong de façon définitive, puisque c'est ma situation actuelle. Donc, en fait, mon compte MPF va être clôturé, je crois, d'ici un mois, dans l'attente de la confirmation des banques, etc. Néanmoins, donc, si je reviens d'ici 1 an ou 2 travailler à Hong Kong en tant que salarié, que se passe-t-il? Alors, de nouveau, cette même distinction. Le compte MPF, il ne vous appartient pas de manière indépendante. Le compte MPF, il est ouvert par votre employeur. Il correspond à un sous-compte de l'employeur ouvert à votre nom. La première personne qui a l'obligation d'ouvrir le compte MPF, c'est l'employeur. Donc, vous n'aurez pas le choix. Votre employeur sera obligé d'ouvrir un compte MPF pour vous et de verser les cotisations. Après, s'agissant de votre situation particulière, il faudrait examiner les documents qui ont été signés ou non pour pouvoir répondre de manière plus particulière à votre question et votre situation spécifique. Il est possible qu'il ne vous soit plus possible de demander le remboursement de ces cotisations parce que vous avez signé une déclaration de départ définitif de Hong Kong. Mais je parle sous réserve de voir les documents parce que sur une question aussi particulière que la vôtre, il faut pouvoir étudier in concreto les choses. D'accord, je vous remercie, Anne. Ce qui veut dire que même à l'âge de la retraite, si je reviens habiter de façon permanente à Hong Kong jusqu'à la fin de ma vie, même à l'âge de ma retraite, je ne toucherai pas ces nouvelles cotisations. Non, je vous dis, envoyez-nous un email avec les documents et on verra si en effet ce que vous avez signé vous empêche de retirer ultérieurement les cotisations. Ça, maintenant, il faut voir au regard de ce qui a été fait in concreto. Il m'est difficile de répondre plus précisément sans pouvoir examiner les pièces. D'accord. Merci. Je vous en prie. Bonjour, enfin bonsoir. Moi, j'ai une petite question. Je m'appelle Dominique. On est à Singapour depuis 10 ans, 4 ans en Malaisie avant, donc, et je prends ma retraite à la fin de l'année. Donc, au 1er janvier, je serai en France. Nous n'avons pas de domicile en France et vous avez dit qu'il fallait aller voir le centre des impôts avec son adresse de résidence. Au bout de combien de temps on a le droit d'aller voir les impôts ou inversement, est-ce qu'on peut donner une adresse de résidence qui est temporaire, le temps de pouvoir faire les papiers, enfin les transferts qui vont bien, idem pour la Sécu, je suppose. Il faut déclarer la résidence dans la première résidence dans laquelle vous arrivez en France dès que possible. Comme ça, il peut y avoir donc des échanges avec l'administration fiscale, même si c'est une résidence donc temporaire. Et ensuite, une fois que vous avez une résidence définitive, effectivement, il faudra réinformer l'administration fiscale. Donc, ils ne sont pas accrochés à ce que ça soit Enfin, si, il faut démontrer qu'on a une feuille de EDF, enfin l'équivalent de ce que je connaissais dans le temps,
pour démontrer qu'on a Le bien la justificatif de domicile à votre nom, effectivement. D'accord, d'accord, ok. Bon, donc relativement. À notre nom, ok. Bon, ben, on va se débrouiller. Ok, merci beaucoup. C'est pas notre nom. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, merci encore Amélie et Yvna. Je vous invite à ne pas hésiter à nous contacter. On sait aussi que sur ces sujets, très rapidement, on rentre dans le particulier, un peu à l'instar de la question posée par Gwendoline. Donc, c'est vrai que lors d'une présentation comme celle d'aujourd'hui, on peut répondre à un certain nombre de questions, mais on ne peut pas répondre à tous les cas particuliers. On sera peut-être plus pertinent par email ou par téléphone ou Zoom de manière privée, voilà, de manière confidentielle et privée avec chacun d'entre vous, puisque que ce soit des sujets émotionnels ou des sujets de nature fiscale, on comprend parfaitement la nature confidentielle de ces échanges. Merci encore à tous. Bonne soirée pour ceux qui sont en Asie. Et puis, bonne journée pour les quelques-uns ou la personne qui nous a écoutés depuis la France. Un grand merci à tous et à bientôt par email. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.